On nous dit souvent que les vieilles photographies sont une fenêtre sur le passé, un enregistrement impartial de la vie telle qu'elle était. Cependant, un examen plus attentif des images des plus grandes villes du monde au XIXe siècle révèle quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Des façades majestueuses, de larges avenues et une architecture complexe se dressent devant nous dans un silence complet, comme des villes fantômes figées dans le temps. Elles sont presque entièrement vides de toute présence humaine. L'explication la plus courante de ce phénomène est la limitation technique des premiers appareils photo. On dit qu'en raison des longs temps de pause, seuls les objets immobiles restaient dans le cadre, tandis que les silhouettes mouvantes des gens et des calèches se fondaient en nombre flou ou disparaissaient complètement. Cette version semble logique et pratique, nous permettant d'éviter de poser d'autres questions. Mais cette théorie s'effondre dès que nous examinons d'autres photographies de la même époque. Il existe des images, prises exactement au même moment, montrant les rues de villes européennes et américaines grouillant de vie. Elles capturent non seulement des foules de gens, mais même des chevaux, qui ne sont pas réputés pour rester immobiles pendant des dizaines de minutes. De plus, dès les années 1880, la technologie était déjà suffisamment avancée pour capturer le mouvement. Les frères Lumière présentaient leur premier film, où le temps de pause était assez court pour enregistrer des gens qui marchent et l'agitation de la vie quotidienne. L'argument selon lequel il fallait rester figé pendant une demi-heure pour une photo ne tient plus la route. Cela signifie que la capacité technique de capturer une ville vivante existait. Mais il ne s'agit pas seulement des gens. Ces villes ne montrent aucun signe de vie en soi. Les toits des magnifiques bâtiments ont des cheminées, mais aucune n'émet de fumée, alors que le chauffage à cette époque dépendait du feu. Les rues sont vides, bien que tout le commerce se fasse depuis des étals, des boutiques et des charrettes. Il n'y a pas le moindre indice de la routine quotidienne. Pas de linge séchant sur des cordes, aucune trace d'artisan au travail, pas de foin éparpillé pour les chevaux. Absolument rien. Parfois, une photographie d'une immense métropole peut capturer un ou deux individus, mais leur présence ne fait que souligner le vide écrasant. Cela rappelle les photos modernes de Pripyat, où les touristes se rendent occasionnellement pour se prendre en photo devant des bâtiments abandonnés. La grandeur de l'architecture contraste de manière frappante avec l'absence totale de vie. Cela nous amène à une question cruciale et troublante. Si la version officielle ne résiste pas à l'examen et que les villes étaient bel et bien vides, qu'est-il arrivé à leurs habitants? Où sont passés tous ces gens? Et pourquoi l'histoire reste-t-elle silencieuse sur ce vide étrange et sinistre? Le mystère des villes désertes n'est que le premier fil d'une toile de secrets que nous sommes sur le point de démêler. Le vide figé sur ces vieilles photographies est plus qu'une simple absence de foule. C'est un silence profond et envahissant qui imprègne chaque pierre et chaque avenue. Lorsque nous examinons les détails de plus près, il devient évident que le problème n'est pas la technique photographique, mais l'absence totale d'une société fonctionnelle. Des centaines de bâtiments ont des cheminées, mais le ciel au-dessus d'eux est d'une clarté cristalline. À une époque où le charbon et le bois étaient les seules sources de chaleur, les villes auraient dû être enveloppées de fumée, surtout pendant les mois les plus froids. Ici, il n'y a aucune fumée, comme si chaque foyer de chaque maison était froid. Les rues, qui auraient dû être les artères du commerce et de la vie sociale, semblent stériles. Il n'y a pas de charrettes livrant des marchandises, pas de vendeurs de rue criant leur prix, pas même les détritus habituels qui sont une partie inévitable de toute ville vivante. Les espaces publics, les places et les parcs, conçus pour les rassemblements et les loisirs, sont désolés et silencieux. On ne voit aucune blanchisseuse étendant le linge pour le faire sécher, un signe universel de la vie quotidienne que l'on retrouve dans toutes les cultures. Pas d'enfants jouant sur les pavés, pas d'artisans travaillant devant leurs ateliers. Les villes ne semblent pas simplement calmes, elles semblent inhabitées, comme de gigantesques décors de théâtre élaborés avant l'arrivée des acteurs. Même une comparaison avec des lieux abandonnés modernes, comme Pripyat, ne fait qu'approfondir le mystère. Une ville désertée après une catastrophe conserve les traces d'une vie brusquement interrompue. Des effets personnels laissés derrière, des meubles dans les appartements, des manèges figés, elle raconte l'histoire de sa propre chute. De plus, même les zones d'exclusion les plus isolées aujourd'hui sont visitées par des explorateurs, des touristes et des aventuriers. Leur présence laisse de nouvelles traces.
Les villes anciennes de ces photographies, cependant, ne semblent pas avoir été abandonnées à la hâte. Elles semblent avoir été méticuleusement préparées, nettoyées, mais jamais vraiment habitées. Les rares silhouettes qui apparaissent parfois dans le cadre ne font que souligner l'ampleur de ce vide. Une seule personne sur une vaste place ou devant une grande cathédrale ressemble moins à un résident qu'à un explorateur solitaire qui serait tombé sur un royaume oublié. Mais le témoin le plus frappant et le plus éloquent de cette étrange anomalie est la nature elle-même. Autour des bâtiments monumentaux, d'apparence séculaire, qui semblent être là depuis des siècles, nous voyons une végétation étonnamment jeune. Les arbres plantés le long des avenues et dans les parcs sont de minces et fragiles jeunes pousses, qui ne semblent pas avoir plus de quelques années. Leurs troncs sont à peine aussi épais que le bras d'un adulte. Cela crée une dissonance incroyable. L'architecture parle d'une longue et riche histoire, tandis que le paysage environnant suggère un commencement très récent. C'est comme si quelqu'un avait érigé ces chefs-d'œuvre de pierre au milieu d'une terre presque nue, puis avait commencé à planter des parcs à partir de zéro. Si nous regardons ces mêmes endroits aujourd'hui, nous voyons des arbres puissants et tentaculaires, ainsi que des forêts denses qui ont mis 1,5 siècle à pousser. Cela signifie qu'au moment où les photographies ont été prises, toute cette végétation était effectivement à ses débuts. Une question logique se pose. Qu'est-il advenu de la nature qui devait entourer ces villes auparavant ? Et pourquoi une civilisation capable de créer des structures aussi complexes vivait-elle entourée d'une flore si jeune et si clairsemée ? Tout cela indique une sorte de réinitialisation globale, un événement après lequel la vie, humaine et végétale, a recommencé, soit sur des ruines, soit, plus précisément, dans les décors tout près de quelque chose de grandiose. Mais le vide n'est que la partie émergée de l'iceberg. Lorsque nous cessons de regarder ce qui manque et commençons à regarder ce qui est là, les bâtiments eux-mêmes, les énigmes ne font que se multiplier. Qui aurait pu construire toute cette magnificence ? Et pourquoi semble-t-il que les créateurs de ces chefs-d'œuvre ont simplement disparu ? Lorsque nous détournons notre attention du silence assourdissant de ces villes pour nous concentrer sur les bâtiments eux-mêmes, le mystère ne fait que s'épaissir. L'histoire officielle nous présente une image simple et claire. Nos ancêtres, armés d'outils primitifs, de sueur et de persévérance, ont érigé ces chefs-d'œuvre à la main. On nous parle de milliers d'ouvriers qui, à l'aide de marteaux, de burins, de leviers et d'animaux de trait, ont lentement, pierre par pierre, créé la splendeur que nous voyons aujourd'hui. Cette image est empreinte d'un sentiment héroïque, mais elle s'effondre face à la réalité des défis d'ingénierie et de technologie. Considérons la tâche la plus fondamentale, le traitement de la pierre. En regardant les blocs monolithiques parfaitement ajustés, les sculptures complexes et l'incroyable précision des détails des façades, il est difficile de croire que tout cela est le résultat d'un travail manuel. Officiellement, le premier outil électrique n'est apparu qu'en 1895, et c'était une perceuse encombrante pesant près de 8 kg qui nécessitait plusieurs personnes pour fonctionner. La production de masse d'outils puissants et abordables, capables de faciliter considérablement la construction, n'a commencé qu'au milieu du XXe siècle. Comment, alors, des gens sans même une mécanisation de base ont-ils pu non seulement construire, mais créer des œuvres d'art à partir de monolithes de pierre géants ? Pourrions-nous aujourd'hui, même avec toute notre technologie moderne, reproduire certaines de ces structures en utilisant uniquement les méthodes attribuées à nos ancêtres ? La réponse est évidente. Mais si le problème des outils semble abstrait, il existe des exemples concrets qui défient la narration officielle. Prenez par exemple le canal Erie en Amérique du Nord. Selon les archives historiques, il a été construit entre 1817 et 1825. À cette époque, les États-Unis étaient un jeune pays qui, selon les mêmes historiens, ne comptait presque aucun ingénieur professionnel. Néanmoins, en une période remarquablement courte, seulement 8 ans, une voie navigable de 585 km de long, 12 mètres de large et 4 mètres de profondeur a été créée. Ce n'était pas un simple fossé. Les constructeurs, principalement des immigrants irlandais avec des bœufs et des pelles, ont dû se frayer un chemin à travers des forêts denses et construire des aqueducs et des écluses complexes pour surmonter les dénivelés. De plus, ils ont dû traverser l'escarpement du Niagara,
une paroi de calcaire solide de 24 mètres de haut. Ils ne pouvaient faire exploser la roche qu'avec de la poudre noire, car la dynamite n'avait pas encore été inventée. Un simple calcul montre que pour achever le projet à temps, ils devaient construire en moyenne 1,6 km de canal tous les 8 jours. Sans week-end, sans pause, jour et nuit. Un tel rythme de construction serait un record même aujourd'hui, avec de puissants excavateurs, des niveaux laser et des explosifs modernes. Croire que cela a été accompli par des ouvriers non qualifiés avec des outils primitifs, c'est croire en un miracle. Cependant, l'héritage le plus inexplicable du passé est ce que l'on appelle les forts en étoiles, disséminés à travers le globe. L'histoire officielle les qualifie de structures défensives, créées à l'ère de la poudre à canon pour se protéger des tirs de canon. Leur forme géométrique complexe aurait été conçue pour minimiser les zones mortes lors d'une attaque. Mais aucun historien ne se demande comment et surtout pourquoi ces forts ont été construits avec une précision mathématique et géométrique aussi incroyable. Leurs formes parfaites et symétriques, composées de dizaines d'angles et de bastions, ne peuvent être pleinement appréciées que d'une vue aérienne. Nos ancêtres, nous dit-on, n'avaient ni satellite, ni avion, ni même de carte topographique précise pour concevoir et superviser la construction d'objets aussi massifs et impeccablement symétriques. Comment ont-ils pu créer une géométrie aussi complexe à une si grande échelle sans avoir la possibilité de voir leur création d'en haut? Nous voyons donc de grandes villes vides, construites avec des technologies inconnues. Mais le secret le plus stupéfiant n'est pas caché dans les photographies ou les archives. Il se trouve juste sous nos pieds. Et si je vous disais que les villes que nous voyons ne sont qu'une petite fraction de ce qui nous a été caché? Le secret le plus stupéfiant du passé ne se cache pas dans les cieux ou dans les textes anciens, mais littéralement juste sous nos pieds, sous l'asphalte et les pavés des rues modernes. Dans chaque grande ville du monde, des vieilles capitales européennes aux métropoles américaines relativement jeunes, on peut observer le même phénomène étrange. De magnifiques bâtiments de style classique ont des fenêtres et des portes qui s'enfoncent profondément dans le sol. Nous voyons des étages entiers, à moitié ou totalement enfouis sous le niveau actuel des trottoirs. Les entrées de ces structures sont souvent situées à une hauteur anormale, et en dessous, dans la terre, se trouvent des rangées de fenêtres de sous-sol qui étaient en fait autrefois les fenêtres d'un véritable rez-de-chaussée. La science officielle propose plusieurs explications à ce phénomène, mais aucune d'entre elles ne résiste à l'examen. La version la plus populaire est la théorie de la couche culturelle. On nous dit qu'au fil des siècles, les villes grandissent progressivement vers le haut. Les vieux bâtiments sont démolis, de nouveaux sont construits sur leurs vestiges, les ordures et la saleté s'accumulent et avec le temps, le niveau du sol s'élève. Cependant, cette théorie peut expliquer une augmentation progressive de quelques centimètres par siècle, mais elle ne peut pas expliquer les 2 à 3 mètres de terre qui ont recouvert uniformément des quartiers entiers de la ville en une période historique relativement courte. Les géologues ne trouvent aucune preuve d'une accumulation de sol aussi rapide et étendue. Une autre explication suggère qu'il s'agit simplement d'une caractéristique architecturale, qu'il s'agissait simplement de sous-sols toujours destinés à être souterrains. Mais cette version s'effondre dès que nous examinons de plus près ces soi-disant sous-sols. Ils sont équipés de grandes fenêtres, souvent richement décorées, conçues pour la lumière du jour, et parfois même de portes d'entrée officielles de taille normale. Aucun architecte sain d'esprit ne concevrait des entrées et des fenêtres luxueuses pour un étage qu'il est prévu d'enterrer dès le départ. Cela défie toute logique et tout bon sens. La vérité commence à émerger lorsque nous nous tournons à nouveau vers les photographies du 19e siècle, mais que nous les regardons sous un angle différent. Les gens sur ces images ne sont souvent pas en train de construire, mais littéralement de déterrer des bâtiments préexistants. Les rues ne sont pas des chantiers de construction, mais des fosses géantes remplies de montagnes de terre, d'argile et de boue excavée. Les routes sont inégales et éventrées, et sur ce fond se dressent de magnifiques structures, mais partiellement enfouies. On a l'impression que les gens sont arrivés dans des villes déjà construites, mais ensevelies, et qu'ils ont commencé le processus de nettoyage, en déblayant d'énormes masses de terre. Ce phénomène est de nature globale.
De Saint-Pétersbourg à Washington, de Paris à Buenos Aires, le tableau est le même. Qu'est-ce qui a pu provoquer une catastrophe aussi généralisée? La science moderne nous donne un indice. Lors de puissants tremblements de terre, comme au Japon ou à Christchurch en Nouvelle-Zélande, un phénomène appelé liquéfaction du sol peut se produire. En raison de secousses intenses, le sol saturé d'eau perd sa résistance et se comporte comme un liquide. Dans de telles conditions, les bâtiments peuvent basculer, s'effondrer ou, ce qui est le plus important pour nous, s'enfoncer partiellement dans le sol ramolli qui se solidifie ensuite à nouveau, les bloquant de manière permanente dans leur nouvelle position. Cependant, les tremblements de terre sont des événements locaux. Ce que nous observons dans le monde entier indique un processus au mécanisme similaire, mais à une échelle planétaire. Un cataclysme, que nous pourrions appeler un déluge de boue, a recouvert toute la civilisation. Il n'a pas complètement détruit les bâtiments, mais il a enseveli leur rez-de-chaussée sous une épaisse couche de boue, d'argile et de sable. L'architecture a soit sombré dans un sol liquéfié, soit a été recouverte par de gigantesques glissements de terrain et coulées de boue. Une catastrophe mondiale qui a enseveli les villes sous la boue explique pourquoi elles étaient vides et pourquoi il a fallu les déterrer. Mais cela soulève la question la plus cruciale et la plus glaçante. Si les habitants précédents ont disparu, qui a repeuplé ces villes? Et surtout, comment? La réponse à cette question est la partie la plus tragique et la plus cachée de notre histoire. Alors que nous tentons de comprendre qui a repeuplé les villes excavées et vides, nous nous heurtons à une autre anomalie mondiale du 19e siècle, une explosion sans précédent et inexplicable du nombre d'orphelins. Ce phénomène était si omniprésent qu'il a laissé une marque profonde sur la culture de l'époque. La littérature classique est remplie de personnages comme Oliver Twist, Jane Eyre et Tom Sawyer, des enfants sans parents qui se frayent un chemin seuls dans un monde cruel. Mais que se passerait-il si ces histoires n'étaient pas seulement le fruit de l'imagination des écrivains, mais le reflet d'une réalité effroyable dans laquelle des millions d'enfants se sont vraiment retrouvés, sans passé et sans famille? L'histoire officielle explique cela en invoquant des normes sociales strictes. On nous dit qu'une femme qui avait un enfant hors mariage devenait une paria et que son enfant n'avait aucun droit. Pour échapper à la honte et à la pauvreté, les mères étaient contraintes de confier leurs enfants à des orphelinats. Cependant, l'ampleur de ce phénomène ne correspond tout simplement pas à une explication aussi simple. Les statistiques sont stupéfiantes et suggèrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème social, mais d'une catastrophe démographique. Rien qu'en Grande-Bretagne, plus de 400 orphelinats ont été fondés au 19e siècle. Au début du 20e siècle, l'Italie signalait 32 000 enfants abandonnés par an. Les orphelinats de Milan et de Naples avaient accueilli au total 374 000 nourrissons en 1860. Dans les années 1880, Moscou recevait jusqu'à 18 000 nourrissons par an, dont la plupart étaient ensuite envoyés pour être élevés dans des villages reculés. Il ne s'agissait pas de tragédies isolées, mais d'un système vaste et centralisé de collecte et de distribution d'enfants. L'exemple le plus frappant de ce système fut ce qu'on a appelé les trains des orphelins aux États-Unis. De 1854 à 1929, des centaines de milliers d'enfants des orphelinats surpeuplés de la côte Est étaient placés dans des trains et envoyés vers l'Ouest, où ils étaient recueillis par des fermiers et des colons. Officiellement, cela était présenté comme un programme caritatif, donnant aux enfants une chance de commencer une nouvelle vie. Mais en réalité, il s'agissait d'une opération massive visant à peupler des territoires avec une ressource humaine dépourvue de racines et de mémoire du passé. Et cela ne se passait pas seulement en Amérique. Des programmes similaires fonctionnaient dans le monde entier. Des enfants d'Europe étaient envoyés au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, où ils étaient souvent utilisés comme main-d'œuvre bon marché. Derrière cette façade de charité se cachaient des pratiques encore plus inquiétantes. Les journaux de l'époque étaient remplis d'annonces pour des adoptions ou des services de garde d'enfants, que de nombreux chercheurs considèrent comme une couverture pour ce qu'on appelait les fermes de bébés. Contre rémunération, une fermière de bébés prenait un enfant d'une mère désespérée. Les annonces contenaient souvent des phrases codées comme « aucune question posée »,
ce qui était un signal que personne n'enquêterait sur ce qui se passait ensuite. C'était souvent une transaction froide et commerciale qui avait lieu dans une gare ou un autre lieu public. La mère remettait l'argent et l'enfant, comprenant qu'elle ne les reverrait jamais, et l'issue tragique était une fatalité. Mais le mystère peut-être le plus étrange et le plus sinistre de cette époque étaient les incubateurs pour nourrissons exposés dans les parcs d'attractions et les foires mondiales. Imaginez la scène. À côté des carrousels et des palais du rire, il y avait un pavillon où, derrière une vitre, des bébés prématurés gisaient dans des machines spéciales. Le public payait de l'argent pour les regarder, comme s'il s'agissait d'une curiosité. L'histoire officielle présente cela comme l'œuvre héroïque du docteur Martin Cooney, qui aurait sauvé la vie de nourrissons tout en collectant des fonds pour du matériel coûteux. Mais cette version laisse les questions les plus importantes sans réponse. D'où venait ce nombre incroyable de bébés prématurés ? Selon certaines estimations, jusqu'à 80 000 nourrissons sont passés par ces attractions. Où étaient leurs parents ? Et pourquoi une société où la naissance d'enfants était un événement courant considérait-elle les nourrissons en incubateur comme une forme de divertissement payant ? C'est comme si les gens n'avaient jamais vu une telle chose auparavant, ou n'avaient pas d'enfants eux-mêmes. Des villes vides et excavées, et des millions d'enfants sans passé, collectés de manière centralisée et distribués à travers le globe. Lorsque nous assemblons ces deux éléments, une image se dessine, celle d'une tromperie grandiose qui a façonné notre monde moderne. Lorsque tous les faits épars et apparemment sans lien sont rassemblés, une image se dessine, si vaste et si choquante qu'elle peut complètement renverser notre compréhension du passé. Les villes vides, les technologies impossibles, les étages ensevelis et l'armée d'orphelins, ce ne sont pas des curiosités historiques distinctes, ce sont les pièces d'un seul et gigantesque puzzle. Et nous sommes maintenant prêts à l'assembler pour voir l'image complète de la plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité. Au cœur de tout cela se trouve un héritage qui n'est pas le nôtre. Les structures que nous voyons à travers le monde, des canaux qui traversent les continents aux forts en étoiles avec leur géométrie parfaite, sont la preuve de l'existence d'une civilisation mondiale unique dans le passé. Cette civilisation possédait des technologies et des connaissances que nous ne pouvons aujourd'hui pas comprendre pleinement, et encore moins reproduire. Leur architecture n'était pas simplement fonctionnelle, elle était l'incarnation de l'harmonie, de la précision mathématique et d'une profonde compréhension des lois de la nature. Ils construisaient pour durer, créant une infrastructure à l'échelle planétaire. Ce n'étaient pas nos ancêtres primitifs, avec des pioches et des pelles, mais une culture très avancée, dont le niveau de développement a peut-être même dépassé le nôtre. Puis la catastrophe a frappé. Un cataclysme mondial, dont nous voyons les traces dans les couches d'argile et de terre de plusieurs mètres d'épaisseur, a recouvert la planète entière. Ce n'était pas une explosion ou un impact d'astéroïdes qui aurait tout effacé de la surface de la Terre. C'était quelque chose de différent, peut-être une gigantesque vague de boue et d'eau qui a déferlé sur les continents. La civilisation n'a pas été détruite, mais ensevelie. La majorité de sa population a disparu, et leurs magnifiques villes ont été recouvertes et partiellement submergées dans un sol ramolli. La vie sur la planète s'est arrêtée. C'est cet état que nous voyons sur les photographies du 19e siècle. Des villes fantômes, parfaitement conservées, mais mortes, vides et ensevelies. Dans ce monde vidé est arrivé un nouveau pouvoir, une nouvelle élite. Nous ne savons pas s'ils étaient des survivants du cataclysme ou s'ils sont arrivés d'ailleurs. Mais une chose est claire, ils n'étaient pas les bâtisseurs de ce monde, ils en étaient les héritiers. Ils ont trouvé une infrastructure toute faite, bien qu'endommagée, à l'échelle planétaire. Leur première et principale tâche n'était pas la création, mais un travail de nettoyage titanesque. Les gens que nous voyons sur les photographies avec des pelles ne creusent pas les fondations de nouveaux bâtiments, ils déterrent les anciens, les libérant de leur prison de boue. Tout le 19e siècle a été marqué par ce grand nettoyage mondial. Mais excaver les villes n'était que la moitié de la bataille. Il fallait les peupler. Comment faire si la plupart de la population indigène de la planète avait disparu ? Et plus important encore, comment s'assurer que les nouveaux habitants n'auraient aucun souvenir du monde précédent et de ses créateurs ?
La réponse était aussi brillante que cruelle. Il fallait un matériau humain pur, des gens sans passé, sans parents qui auraient pu leur dire la vérité. Les candidats idéaux pour ce rôle étaient les enfants. Ainsi, un programme mondial a été lancé, que nous connaissons sous le nom de phénomène des orphelins du 19e siècle. Des millions d'enfants, soit restés après le cataclysme, soit peut-être créés artificiellement dans le cadre d'un programme, ont été rassemblés du monde entier. On leur a donné de nouveaux noms, on leur a inventé de nouvelles histoires de vie, et toute mémoire de leurs origines a été effacée. Toute la rhétorique sur les naissances illégitimes et la honte sociale n'était qu'un écran de fumée de propagande pour cacher le véritable objectif: la création d'une nouvelle humanité à partir de zéro. Ces enfants, comme des graines, ont été distribués à travers le monde dans des trains d'orphelins et sur des navires, peuplant les villes et les continents nettoyés. Ils sont devenus les premiers habitants du Nouveau Monde. Maintenant, l'image devient claire. Les gens que nous voyons sur les vieilles photographies ne sont pas les bâtisseurs. Ce sont les premiers colons qui ont hérité d'un monde sans avoir la moindre idée de qui l'a construit ou dans quel but. Ils ont inconsciemment participé à la réaffectation de structures anciennes, les transformant en ce que nous connaissons aujourd'hui. Toute notre histoire officielle, à partir du 19e siècle environ, est une légende élaborée, conçue pour combler le vide de mémoire et expliquer l'origine du monde qui nous a été donné. La révolution industrielle, les grands projets de construction, les pionniers héroïques, tout cela est une belle façade cachant le fait que nous avons simplement tout trouvé prêt. Le résultat de cette grande réinitialisation est le suivant. Nous sommes les descendants directs de cette génération perdue. Nous vivons dans les maisons d'autres personnes et marchons dans les rues de villes dont la véritable histoire nous a été cachée. Notre civilisation ne s'est pas développée de manière linéaire et progressive. Elle a été redémarrée il y a seulement quelques centaines d'années sur les ruines d'une civilisation précédente beaucoup plus avancée dont la mémoire a été intentionnellement effacée. Prendre conscience de cette vérité, c'est comme se réveiller d'un rêve. Un rêve dans lequel un monde familier et compréhensible se révèle soudain être une illusion complexe et soigneusement élaborée. Maintenant, lorsque vous regardez les vieux bâtiments de votre ville, vous ne voyez plus seulement des monuments architecturaux, mais les témoins silencieux d'un grand secret. Vous voyez les fenêtres s'enfoncer sous le sol et vous comprenez que sous vos pieds se cache un monde entier, toute une histoire qui vous a été dissimulée. Les manuels scolaires qui racontent le développement progressif et logique de l'humanité semblent maintenant être un recueil de contes de fées, écrits pour endormir notre conscience et nous empêcher de poser des questions dérangeantes. Le monde ne sera plus jamais le même, car vous avez appris à voir les fissures dans sa façade. Ce n'est pas seulement une théorie abstraite concernant un passé lointain. Cette connaissance affecte directement chacun d'entre nous, changeant notre perception de nous-mêmes et de notre place dans l'histoire. Si nous sommes les descendants de cette génération perdue, élevés dans des orphelinats et installés dans des villes vides, alors qui sommes-nous vraiment? Quel est notre véritable héritage? Nous vivons dans des décors hérités, utilisons les vestiges de la technologie de quelqu'un d'autre et acceptons comme nôtre une histoire qui a été écrite pour nous par les vainqueurs d'une guerre que nous ne connaissons pas, ou par les survivants d'une catastrophe que nous avons oubliée. Le fondement même de notre vision du monde, construit sur un mensonge sur nos origines, s'avère incroyablement fragile. Et dès qu'une seule pierre est retirée, toute la structure commence à s'effondrer. Cela nous amène inévitablement à la question ultime et vertigineuse. S'ils nous ont menti sur notre passé récent de manière aussi éhontée et à une échelle aussi massive, sur quoi d'autre nous mentent-ils ? Si l'histoire des 19e et 20e siècles a été fabriquée, pouvons-nous faire confiance à ce qu'on nous raconte sur des temps plus anciens, le Moyen-Âge, l'Antiquité, l'origine de l'humanité? Pouvons-nous faire confiance à une science qui construit ses théories sur ce faux fondement historique? Ce seul mensonge démasqué déclenche une réaction en chaîne de doute qui s'étend à toutes les sphères de notre connaissance. Et c'est là qu'un deuxième problème, tout aussi important, se pose. Comment pouvez-vous savoir où vous allez si vous ne savez pas où vous êtes ni d'où vous venez? Nous avons été privés de notre point de départ, de notre véritable passé. Un peuple dépouillé de son histoire devient une foule, facile à manipuler et à diriger vers des objectifs qui profitent à ceux qui cachent la vérité.
Sans connaître les leçons du passé, nous sommes condamnés à répéter ces erreurs. Sans comprendre sur quel héritage nous vivons, nous ne pouvons pas l'apprécier pleinement, et encore moins créer quelque chose d'une grandeur comparable. Nous errons dans l'obscurité, prenant la faible lumière d'une lampe artificielle pour le soleil. Ce réveil n'est pas une destination, mais le début d'un voyage. C'est un don vraiment précieux, mais il comporte aussi une grande responsabilité. La responsabilité d'être observateur, de regarder non seulement ce qu'on nous montre, mais aussi ce qui est caché, de poser des questions, même si elles semblent absurdes ou déplacées, d'arrêter de faire aveuglément confiance aux autorités, qu'il s'agisse de lauréats du prix Nobel ou d'historiens officiels, de chercher les incohérences, d'analyser et de tirer nos propres conclusions. Toutes les réponses ont toujours été juste devant nous, mais nous avons été programmés depuis l'enfance pour ne pas les voir. Il est maintenant temps d'apprendre à voir à nouveau. L'histoire des villes ensevelies et de la réinstallation des orphelins n'est qu'un indice, bien que crucial, dans l'affaire mondiale d'une réalité substituée. C'est la première couche, la plus évidente, de tromperie que nous avons réussi à découvrir. Mais en dessous se trouvent d'autres, encore plus profondes et plus fondamentales. Ce sont tous des maillons clés, indiquant un cataclysme mondial et la réinitialisation qui a suivi. Mais la véritable histoire ne fait que commencer. Devant nous se trouve l'exploration de la manière dont ce mensonge est lié à la nature même de notre monde, à la véritable structure du firmament, du soleil et de la lune. Activez simplement vos notifications et attendez. La scène est prête et nous nous dirigeons droit au cœur de ce mystère.